Une visite de Kim Jong-un en Chine. La Belgique va reconnaître l'État palestinien. La publication des documents sur l'affaire Jeffrey Epstein. Bonjour, c'est Abbas et bienvenue dans ce récap de l'actu. Première actu. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est arrivé mardi 2 septembre à Pékin en train pour assister à un défilé militaire organisé par la Chine mercredi 3 septembre pour célébrer le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Kim Jong-un va se retrouver aux côtés du président chinois Xi Jinping et du président russe Vladimir Poutine, marquant la première réunion multilatérale de ces trois leaders depuis que Kim est au pouvoir depuis 2011. Xi Jinping a qualifié Poutine de « vieil ami », montrant une alliance stratégique entre la Chine et la Russie, renforcée depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022. La Corée du Nord soutient la Russie avec des troupes et des munitions, et selon les services sud-coréens, environ 15 000 soldats nord-coréens ont été envoyés en Russie depuis l'automne dernier, dont 2 000 seraient morts au combat. Kim prévoit aussi d'envoyer des milliers de travailleurs militaires et mineurs. Le déplacement de Kim est exceptionnel car il sort très rarement de son pays, seulement sa 9e sortie officielle, et il a voyagé dans un train blindé surnommé la forteresse ambulante. Ce train, lent mais sécurisé, possède armes et hélicoptères et lui permet de voyager incognito, contrairement à l'avion qui serait plus vulnérable. Kim a déjà utilisé l'avion, mais rarement, et parfois pour leurrer les observateurs. L'arrivée de Kim à Pékin est entourée de secrets absolus, avec une sécurité massive dans la capitale chinoise. Cette présence historique de Kim au milieu de 26 dirigeants mondiaux, dont Poutine et Xi Jinping, pourrait démontrer une unité contre les pressions occidentales et montre la puissance diplomatique et militaire. Deuxième actu toujours avec la Chine. Le président chinois Xi Jinping a réuni dimanche à Tianjin une vingtaine de dirigeants, dont Vladimir Poutine, Narendra Modi et Recep Tayyip Erdogan, pour le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, qui regroupe 10 États membres et 16 partenaires représentant près de la moitié de la population mondiale et 23,5% du PIB planétaire. Ce sommet intervient dans un contexte de tensions géopolitiques et commerciales, avec la guerre en Ukraine, les pressions américaines sur la Chine et l'Inde, et les inquiétudes autour du programme nucléaire iranien. Xi Jinping a insisté sur le rôle de l'OCS pour préserver la paix et la stabilité régionale et promouvoir le développement, tandis que des rencontres bilatérales ont déjà eu lieu, notamment avec Narendra Modi, symbole d'un rapprochement sino-indien malgré leur rivalité, et que la Chine prépare un grand défilé militaire à Pékin auquel participeront Poutine et Kim Jong-un, illustrant sa puissance et son ambition de s'imposer comme pôle central dans un monde en mutation. Troisième actu. Un tremblement de terre a frappé l'Afghanistan dans la nuit de dimanche à lundi, dans les provinces orientales de Kunar et Nangarhar, suivi par une réplique mardi 2 septembre. Le bilan officiel dépasse 1400 morts et plus de 3100 blessés, tandis que plus de 5400 maisons ont été détruites. Les secours sont considérablement ralentis par la topographie accidentée, les routes coupées et les répliques successives. Les autorités talibanes ont mobilisé hélicoptères et soldats pour acheminer l'aide et évacuer les blessés. Les habitants, beaucoup issus de familles récemment rentrées d'exil, restent souvent à l'air libre, craignant de nouvelles secousses. Les organisations humanitaires, comme l'ONU et Save the Children, appellent à un soutien international d'urgence pour fournir abri, nourriture, eau potable et soins médicaux. Les infrastructures sanitaires locales, déjà fragiles, sont débordées. La Grande-Bretagne et l'Inde ont déjà envoyé une aide initiale, mais la crise humanitaire reste majeure dans ce pays pauvre et isolé. Quatrième actu. Le Burkina Faso vient d'interdire l'homosexualité avec des peines allant jusqu'à 5 ans de prison. Depuis le coup d'État de 2022, la junte militaire dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré a multiplié les réformes dites souverainistes, donc qui visent à s'éloigner de l'influence occidentale. Le 1er septembre 2025, les 71 membres non élus du Parlement de transition ont voté à l'unanimité un nouveau code des personnes et de la famille qui pénalise désormais les pratiques homosexuelles, avec 2 à 5 ans de prison et des amendes. Et pour les étrangers, l'expulsion du pays. Le ministre de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, a qualifié ces actes de comportements bizarres et a salué ce qu'il appelle une réforme historique. Ce texte ne concerne pas seulement l'homosexualité. Il abaisse aussi l'âge légal du mariage à 18 ans, mais peut être réduit à 16 ans avec l'approbation d'un juge. Impose un délai de 5 à 7 ans pour obtenir la nationalité burkinabé par mariage. Reconnaît les mariages religieux et coutumiers et permet de retirer la nationalité en cas d'acte jugé contre les intérêts du pays. Les autorités présentent cela comme la défense des valeurs traditionnelles. Mais cette loi s'inscrit aussi dans une vague africaine plus large, car une trentaine de pays sur 54 interdisent déjà l'homosexualité, comme le Mali, le Ghana, le Nigeria ou encore l'Ouganda où la loi est encore plus sévère. Cinquième actu. Un groupe d'experts internationaux, l'Association internationale des chercheurs du génocide, IAGS, a déclaré le 31 août que les actions d'Israël dans la bande de Gaza depuis octobre 2023 correspondent à la définition juridique du génocide. Selon ces experts, Israël ne se limite pas à répondre au Hamas mais cible directement la population civile, notamment en privant la population de nourriture, en détruisant les infrastructures de santé et en pratiquant des déplacements forcés et détentions arbitraires. La résolution de l'IAGS, adoptée par 86% des experts, appelle Israël à cesser immédiatement ces attaques, afin
afin de permettre un cessez-le-feu et l'accès à la justice pour les Palestiniens. La Cour internationale de justice est saisie depuis fin 2023 sur cette question. Des ONG israéliennes, comme B'Tselem et Physicians for Human Rights, ont également dénoncé des pratiques constitutives de génocide. Cette prise de position souligne un consensus inédit dans la communauté scientifique sur la gravité de la situation à Gaza. Sixième actu. Les États-Unis ont enregistré une baisse inédite de leur population immigrée. 1,4 million de personnes ont quitté le pays entre janvier et juin 2025, soit la première diminution depuis les années 1960. Selon le Pew Research Center, cette chute intervient après le retour au pouvoir de Donald Trump, qui a durci les règles en matière d'immigration, mené de vastes campagnes d'arrestation contre les migrants en situation irrégulière et annulé le statut temporaire permettant à 500 000 Sud-Américains de rester légalement sur le territoire. Cette baisse touche particulièrement le secteur agricole, la construction et les services à la personne, où la main-d'œuvre immigrée représente une part essentielle de la population active. Les économistes alertent sur les conséquences. Une diminution de la main-d'œuvre étrangère pourrait freiner la croissance, accentuer les pénuries régionales et limiter la compétitivité des entreprises. Parallèlement, les États-Unis font face à une natalité historiquement basse, 1,62 enfants par femme en 2023, et à un vieillissement de la population, ce qui renforce la pression sur le marché du travail et sur le système de protection sociale. La politique anti-immigration pourrait donc avoir des impacts durables sur l'économie et la démographie du pays. Septième actu. La Belgique a annoncé qu'elle reconnaîtra officiellement l'État palestinien lors de la prochaine Assemblée générale de l'ONU, rejoignant ainsi la France, le Canada et plusieurs autres pays. Cette décision est conditionnée à la libération des otages et à la fin de la gestion du territoire par le Hamas. Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, a également annoncé 12 sanctions contre Israël, incluant l'interdiction d'importer des produits issus des colonies, la possibilité de poursuites judiciaires, des restrictions de survol aérien et la mise sur la liste des personae non gratae de certains ministres israéliens et colons violents. Cette décision suscite des débats au sein du gouvernement belge, notamment avec les partis de droite, mais elle est justifiée par le ministre comme une réponse au drame humanitaire à Gaza et à la violation du droit international par Israël. Selon les données de l'ONU, 3/4 des États membres reconnaissent déjà l'État palestinien proclamé en 1988. Cette annonce pourrait renforcer la pression diplomatique sur Israël et encourager d'autres pays à formaliser leur reconnaissance. Huitième actu. Séoul a annoncé lundi 1er septembre la suspension de ses émissions radio de propagande destinées à la Corée du Nord via la fréquence Voix de la Liberté, active depuis 1962 et gérée par le ministère de la Défense sud-coréen, dans le cadre de mesures visant à réduire les tensions militaires avec Pyongyang. Le président Lee Jae-myung, arrivé au pouvoir en juin 2025, avait déjà interrompu la propagande par haut-parleur le long de la frontière intercoréenne pour apaiser les relations. Mais la Corée du Nord a rejeté toute ouverture au dialogue, qualifiant l'idée hypocrite après ses déclarations sur la dénucléarisation lors d'une visite aux États-Unis et affirmant ne pas renoncer à son programme nucléaire. La Voix de la Liberté, qui diffuse informations et musique K-pop dans un pays où l'accès aux contenus étrangers est strictement contrôlé, avait été suspendue à plusieurs reprises selon l'état des relations entre les deux pays, notamment en 2004 lors d'une période de rapprochement et relancée en 2010 après l'attaque à la torpille du navire sud-coréen Shonan, qui avait coûté la vie à 46 marins. Cette nouvelle suspension représente un geste symbolique de Séoul pour réduire les tensions sur la péninsule, même si la réciprocité de Pyongyang reste incertaine. Neuvième actu. L'avion transportant la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a subi un brouillage GPS lors de son arrivée en Bulgarie le 31 août, un incident que les autorités bulgares attribuent à une possible ingérence de la Russie. Selon son équipe, la porte-parole Ariana Podesta a précisé que le signal GPS avait disparu à l'approche de l'aéroport de Plovdiv, mais que l'atterrissage s'était déroulé sans problème grâce à des moyens de navigation terrestre. Cet incident s'inscrit dans un contexte de menaces récurrentes de la Russie en Europe de l'Est que l'UE surveille de près. Ursula von der Leyen effectuait une tournée dans les pays proches du Bélarus et de la Russie pour réaffirmer la solidarité européenne face aux tensions liées au conflit ukrainien, après des étapes en Lettonie, Finlande, Estonie et Pologne. En Bulgarie, elle a visité une usine de munitions destinée à l'Ukraine, visant à renforcer la sécurité du continent. Ces visites interviennent alors que des discussions diplomatiques s'intensifient entre les alliés de Kiev pour définir des garanties de sécurité et prévenir toute nouvelle agression russe, dans un contexte marqué par des frappes russes sur des bureaux de l'UE à Kiev et des sommets internationaux sur la sécurité européenne. Ursula von der Leyen poursuit ainsi sa mission pour consolider l'unité et la sécurité de l'Europe face aux menaces russes, avant de se rendre en Lituanie pour poursuivre ses rencontres avec les responsables locaux et européens. Et enfin, dixième actu. Le comité de la Chambre des représentants des États-Unis a publié mardi le premier lot de documents de son enquête sur le délinquant sexuel Jeffrey Epstein, comprenant plus de 33 000 pages de dossiers du ministère de la Justice disponibles sur le site du comité sur la surveillance et la réforme gouvernementale. Selon son président, James Comey, ces documents sont rendus publics pour assurer une transparence totale, et le comité attend d'autres dossiers expurgés pour protéger l'identité des victimes et supprimer tout contenu d'abus sexuels sur des enfants. Epstein, riche financier mort en 2019 en prison alors qu'il attendait son procès pour trafic sexuel de mineurs, entretenait des relations avec des personnalités de haut niveau, dont le président Donald Trump, mentionné dans les dossiers mais sans preuve d'implication dans des actes criminels. Le comité avait assigné le ministère de la Justice pour obtenir ces documents, et bien que des milliers de pages aient déjà été publiées, ce lot constitue
constitue une étape importante dans l'enquête. Par ailleurs, Ghislaine Maxwell, seule complice d'Epstein condamnée et purgant une peine de 20 ans pour recrutement de mineurs, a été interviewée par le procureur général adjoint Todd Blanche, confirmant que Trump n'avait jamais eu de comportement inapproprié avec Epstein ou ses victimes. Ces publications relancent le débat public et politique autour de l'affaire, particulièrement chez les partisans de Trump, qui depuis des années dénoncent la protection présumée des associés d'Epstein par les élites et l'État profond. Voilà pour le récap de l'actu. Si tu veux continuer à suivre les infos facilement et rapidement, pense à t'abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche pour ne rien rater. Et si tu veux encore plus de contenu, retrouve-moi aussi sur Instagram et TikTok. Les liens sont juste en bas. On se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actu et prenez soin de vous.